Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'enfer du devoir. Voici l'histoire. On suit un peloton d'infanterie américain pendant la guerre du Vietnam en 1967. Ils font partie de la deuxième section de la compagnie Bravo, située à Camp Lady Bird. Leur mission est simple, chercher et détruire l'ennemi. À leur tête, le second lieutenant Myron Goldman, joué par Stephen Caffrey, c'est un jeune officier qui vient d'une famille influente. Il essaye de montrer qu'il est capable de commander, mais aussi de gagner le respect de ses hommes, même si cette guerre est plus grande que lui. Avec lui, il y a le sergent d'état-major Ezekiel Anderson, surnommé Zek, joué par Terence Knox. C'est un vétéran qui en a vu beaucoup, mais il reste humain. Il veut tout faire pour que ses hommes restent en vie, même quand les missions deviennent suicidaires. Pendant une mission de reconnaissance, il tombe sur un grand réseau de tunnels souterrains. Ces tunnels sont remplis de dangers mortels. Le caporal Daniel Purcell, joué par Tony Baker, vit alors son premier affrontement direct avec l'horreur et la violence de la guerre. Depuis ce moment-là, il commence à montrer des signes de traumatisme psychologique, et ça ne va faire qu'empirer. Parmi les hommes, le deuxième classe Marcus Taylor, joué par Miguel A. Nunez Jr., essaie souvent de détendre l'ambiance en utilisant son humour. De son côté, Alberto Ruiz, joué par Ramon Franco, représente la fidélité et la loyauté envers le groupe quoi qu'il arrive. Marvin Johnson, joué par Stan Foster, est plus réfléchi et plus calme. Mais même avec leur camaraderie, des tensions apparaissent. Parfois, il y a des disputes violentes, comme dans un bar, où des rivalités raciales éclatent. Anderson, en tant que chef expérimenté, tente de garder le groupe uni, malgré ces conflits et les ordres absurdes qui viennent d'en haut. Les missions, elles, deviennent de plus en plus dangereuses. Au cours d'une attaque contre un bunker ennemi, suivie par la destruction d'un pont stratégique, le peloton subit de lourdes pertes. Dans une autre mission, ils doivent protéger un chantier dans un village, mais ça tourne mal à cause des embuscades. Anderson fait de son mieux pour protéger ses soldats, mais à chaque fois, il est confronté à des choix impossibles, où il doit parfois sacrifier pour survivre et sauver les autres. Goldman, lui, ressent une énorme pression. Son père est un haut gradé de l'armée et il s'inquiète toujours de ne pas être à la hauteur. Il veut prouver qu'il mérite sa place, mais une partie de son groupe critique ses décisions. Il est souvent perdu entre ce qu'il croit juste et la réalité brutale de la guerre. Cette pression finit par s'ajouter au chaos qui règne dans chaque mission. Petit à petit, la guerre commence vraiment à marquer les hommes. La fatigue, les pertes et les traumatismes, tout devient trop lourd à porter. Finalement, ils changent de camp de base. La compagnie Bravo est transférée à Tan Son Nha, près de Saigon. Les soldats affrontent des combats violents et des tensions psychologiques grandissantes. Goldman entame une romance avec Alex Delvin, joué par Kim Delaney, tandis que Purcell et Ruiz luttent avec leur peur et découragement. Des attaques ennemies, comme celle d'un sniper ou une embuscade au Cambodge, marquent leur parcours. Zek sauve Jennifer, jouée par Bestie Brantley, une psychiatre dont il tombe amoureux, et Block, joué par Michael Madsen, perd pied après avoir tué un sniper. Les conflits raciaux augmentent après l'assassinat de Martin Luther King Jr. Pendant ce temps, Alex disparaît et enquête sur des meurtres, tandis que Goldman et Zek enquêtent dans la jungle sur un soldat des forces spéciales. Bloqués lors d'une mission, Zek et Goldman demandent un tir d'artillerie sur leur position pour survivre. Ensuite, la compagnie Bravo est envoyée au camp Barnett pour des missions dangereuses. Anderson et Goldman sont capturés lors d'une opération mais essayent de s'échapper. Johnson devient sergent, Alex Delvin quitte le Vietnam et Anderson rentre brièvement chez lui pour voir sa fille. La situation devient encore plus difficile lorsque le peloton découvre le massacre de Phu Han, un événement que l'armée cherche à cacher. Purcell finit par déserter mais ses camarades l'aident à revenir et à se reprendre en main. Le colonel Britwer, joué par Carl Weather, tente de révéler la vérité sur ce massacre. Johnson quitte l'armée pour essayer de retrouver une vie normale et Taylor se rapproche de soldats plus radicaux pour donner un sens à tout ce qu'il vit. Les missions restent très dangereuses, le groupe doit affronter les ennemis acharnés comme un tireur d'élite insaisissable. Anderson reçoit une médaille pour son courage. Alors que la fin du conflit est proche, certains soldats comme Purcell et Ruiz rentrent chez eux, mais ont du mal à se réadapter à la vie civile. Ceux qui restent, comme Goldman, Anderson et Taylor, continuent à lutter contre le chaos, le traumatisme et le moral brisé. Des nouvelles recrues qui arrivent dans cette guerre de fous. La série a été créée par Steven Duncan, L. Travis Clark et produite par Zev Brown. C'était la première série télé à montrer des Américains au combat au sud du Vietnam. Elle est inspirée du film Platoon de 1986 et elle a été faite pour surfer sur le succès du film. En VO, elle se nomme Tour of Duty. Elle a été diffusée sur CBS. La série a duré 3 saisons, du 24 septembre 1987 au 28 avril 1990, pour un total de 58 épisodes. En France, elle a été diffusée entre le 16 octobre 1988 et le 9 juin 1991 sur la 5.
et sur RTL Télévision. Elle est aussi passée en 1995 sur TF1, mais pas en entier. Elle a été aussi plusieurs fois rediffusée, jusqu'en 2008 où elle est passée sur Direct 8. La série est nommée L'Enfer du Devoir en français, et en anglais, le Tour of Duty veut dire période de service ou tour du devoir. Les soldats partaient 12 mois au Vietnam pour la guerre, d'où le Tour du service et l'Enfer du Devoir en VF. Et c'était obligatoire, ça correspond un peu à leur service militaire, sauf que là, c'était pour partir à la guerre. Les événements se déroulent de 1967 à 1969. L'écusson de l'unité portée par les membres du peloton indique qu'il faisait partie de la 196e brigade d'infanterie. La série va aborder des sujets de manière approfondie sur de nombreuses thématiques liées à la guerre du Vietnam, comme les enjeux politiques, la foi, le travail d'équipe, le racisme, le suicide, le fragging, qui est l'assassinat de supérieurs militaires par leurs propres subordonnés, le terrorisme, les pertes civiles, la sexualité, la toxicomanie, ainsi que l'impact durable de cette guerre sur la vie des soldats et des civils. Toutes les horreurs y passent. C'est pas une série pour tout le monde, la saison 2 est plus édulcorée, mais ça reste assez dur. La réalité de la saison 1 et 3 est due au fait que les deux créateurs de la série, Stephen Duncan et L. Travis Clark, ont tous les deux fait la guerre du Vietnam, donc ils savaient de quoi ils parlent en faisant cette série. La première saison de la série a été filmée à Hawaï, et pour faire les figurants, ils ont demandé à la garde nationale de l'armée d'Hawaï, et leur matériel servait aussi pour agrémenter les décors. Pour les deuxième et troisième saisons, la série a déménagé à Indian Dunes, New Hall Orchard and Farms, à l'ouest de Santa Clarita, en Californie, entre l'autoroute 126 et la rivière Santa Clara, pour réduire les coûts de tournage. Dans le coin, il y avait aussi des décors utilisés pour le tournage de China Beach, Baba Black Sheep, ou Les Têtes Brûlées, MASH, et d'autres séries télé, sur le même thème. Et même des films faits entre les années 1970 et 1990 étaient faits là-bas. Ça permettait de partager des décors assez facilement entre les films et les séries, pour réduire les budgets. Le déplacement du lieu de tournage a fait aussi du changement dans l'équipe de production. La direction a changé. Et le ton de la série a aussi été modifié et laissé le côté très réaliste du quotidien des soldats pour devenir une série plus classique, d'action aux romances dramatiques. C'est à ce moment que les personnages vont au camp de Tan Son Nhut, près de Saigon, dans la série. C'est évidemment la chaîne CBS qui a voulu ce changement. Ils ont intégré des personnages féminins, comme dans la série China Beast, qui marchait très bien à cette époque et qui présentait des infirmières, pour attirer plus de spectateurs. Toujours la même idée, qui ne marche pas, mais qu'ils appliquent sans réfléchir. On voit arriver donc, par exemple, Alex Delvin, joué par Kim Delaney, une journaliste, et le docteur Jennifer Seymour, joué par Betsy Bradley. Et comme ça ne marchait pas, les personnages féminins vont se faire éliminer au fil de la saison 2, puis la dernière sera tuée à la saison 3. Dans les épisodes de cette fameuse saison 3, le peloton, lui, est transféré dans une unité SOG à Camp Barnett, sous le commandement du colonel Brett Ware, joué par Carl Weathers. Ils vont même se déplacer jusqu'au Cambodge. Mais rien n'arrive à relancer la série après ce changement de ton de la saison 2, et la série est annulée en fin de saison 3 pour faute d'audience. Si CBS avait laissé les créateurs faire ce qu'ils voulaient, elle aurait pu durer plus longtemps. Mais ils voulaient élargir le public car la série était un sujet de niche qui parle surtout à ceux qui ont connu la guerre et à ceux qui se passionnent pour ces événements historiques et dramatiques. Pour la saison 1 et 3, il y avait des textes d'ouverture, de faits ou d'informations liés à la guerre du Vietnam, qui sont aussi liés à l'épisode qu'on allait voir, pour donner du réalisme. La saison 2 n'en a pas, à cause du changement de ton voulu par CBS et des libertés qu'ils ont pris avec les événements, c'est bien plus romancé. Pour illustrer le générique de fin de la première saison, ils ont utilisé les photos en noir et blanc de David Kennerly, qui a remporté le prix Pulitzer de la photographie pendant la guerre du Vietnam. Pour filmer les scènes d'hélicoptères avec le lieutenant John McKay, joué par Dan Gauthier, ils ont laissé l'hélico au sol avec les rotors en rotation pour faire croire qu'il volait vraiment. Ça permet de faire des économies de budget. D'après Terence Knox, son personnage portait rarement son casque car il avait soi-disant une plus grosse tête que les autres acteurs. En vrai, c'est souvent la star ou les réalisateurs qui font ça pour que l'on voit bien le visage de leur acteur et leurs expressions. À la sortie de la série, plein de gens ont cru qu'elle était liée au film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, qui est sorti peu de temps avant, à cause de la musique Paint in Black des Rolling Stones, qui est utilisée dans le générique de début de la série et dans celui de fin pour le film. Par contre, la chanson a été retirée pour les rediffusions de la série. La licence de la chanson était trop coûteuse pour être gardée. Elle a été remplacée par la chanson thème de la série, composée par Joseph Colan et Paint in Black, et par la seule musique a posé problème.
plein d'autres titres connus, comme des chansons de Jimi Hendrix, Creedence, Clearwater Revival, The Animals et Bobby Bear, ont subi le même sort. Plein d'épisodes ont vu leur BO refaite pour la rediffusion. Pour la diffusion en France, sur la 5, il y avait les musiques connues. Je ne sais pas si elles étaient encore présentes pour les rediffusions, ou si elles étaient présentes dans les cassettes d'M6. Dites-le nous en commentaire si vous le savez. La série, malgré sa courte durée, a quand même reçu une récompense et des nominations. Elle a eu un Emmy Award en 1988 pour le meilleur mixage sonore pour une série dramatique. Elle a été nominée à nouveau en 1989 et 1990 pour la même chose. Et en 1988, elle a été nominée pour meilleur épisode monté d'une série télévisée pour l'épisode pilote. Voilà la liste des guests qui sont passés dans la série. Et il y en a pas mal, et si j'oublie votre chouchou, mettez-le en commentaire. On a donc Lee Major, James Hong, Mako, Kelly Hu, Angela Bassett, Ving Rhames, Melora Hardin, Everest McGill, Olivia Dabo, David Alan Grier, Richard Brooks, Malcolm Jamal Warner, William Sadler, Carl Weather et Michael Madison. La série n'est pas disponible en DVD en France. Si vous prenez les versions import, vous n'aurez pas les bonnes musiques, celles de la première diffusion US. Elles ont été remplacées par les versions qui ont été refaites spécialement pour la rediffusion de la série. Et en plus, l'image est de mauvaise qualité sur les DVD. La version britannique des DVD, elle, a la bonne bande son avec les musiques connues. La qualité de l'image, je ne sais pas si elle est bonne. En France, seuls les VHS existent, qui sont sortis chez M6 Video avec 2 épisodes par cassette. Il y a plein de jouets Call of Duty. Pour les bouquins, il n'y a pas de comics, il n'y a pas de romans. Enfin, on en trouve avec ce titre, mais non pas à voir avec la série. Ils ont à voir avec la guerre de Vietnam. Sur la série, par contre, on trouve un dossier de presse avec des photos, comme d'habitude, et aussi des séries de diapositives. Et on peut trouver quelques posters par-ci par-là. Et vous pouvez vous faire des t-shirts et des tasses, comme d'habitude, si vous en avez envie. La musique de la série est de Joseph Colan, connu pour NCIS. Et c'est lui qui a refait les musiques et le générique pour les versions DVD quand les titres connus ont été retirés. Et il a aussi composé le générique de fin. Comme je l'ai dit plus haut, le générique original est une version abrégée du morceau de Rolling Stone, Paint in the Black. Le reste de la BO est composé de titres des années 60-70, comme The Temptation, The Mamas and the Papas, Creedence, Clearwater Revival, Jimi Hendrix et Jefferson Airplane. Il y a une version live des chansons Wooly Bully et The Crotagate on the This Place, interprétée par un groupe de l'USO. En Europe et aux Pays-Bas, un total de 7 albums est sorti qui reprenaient la majorité des chansons de la série. Donc il y a 6 albums standards, une compilation intitulée The Best Of et une autre qui est appelée Edition Gold. Aux États-Unis, la bande originale officielle de la série, produite par CBS et Columbia Records, a été publiée entre 1988 et 1989 sous la forme de 4 compilations CD. En 1992, Sony Music a également édité une compilation intitulée The Best of Call of Duty, regroupant 20 morceaux des albums précédents. Pour les trouver, ça va être en occasion ou sur des plateformes de streaming. Si je trouve une playlist de la BO sur YouTube, je la mettrai en description comme d'habitude. Bon, voilà une bonne série sur l'horreur de cette guerre. Complètement folle, les humains peuvent sacrément dérailler et faire des monstruosités pour des raisons qui n'ont aucun sens. Enfin bref, la guerre, c'est pas bien. Elle est donc réservée aux fans du genre, car assez dure dans ses thèmes abordés. La série n'a pas d'autres adaptations, sous d'autres formats, comme en comics ou en BD. Le film qui porte le même nom en français n'a strictement rien à voir avec celle-là. Et par contre, pour voir la série, ça va être compliqué. Elle n'est pas disponible sur les plateformes payantes comme Amazon ou Netflix, en France. Donc système D pour la trouver. Dites-moi vous si vous avez aimé cette série. Faites les trucs de YouTube, abonnement, partage et tout le reste. Bienvenue aux nouveaux abonnés soutien. Et moi, eh bien je vous dis à une autre vidéo. Bye bye. Une jungle étouffante où le silence hurle. On marche dans la peur, l'ennemi dans la jungle. Des ordres qui tombent, absurdes et glacés, mais qui décident vraiment jusqu'où on va saigner. Le lieutenant porte le poids d'un combat cruel, cherchant sa valeur dans ce chaos mortel. Et toi, dès que tu
déjà les marques de ce lieu. On avance ensemble mais on tombe